Vous êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque, ravi de vous retrouver. Au sommaire, ce dimanche, la sanglante journée à Gaza, vendredi, au premier jour d'une mobilisation qui doit durer jusqu'à la mi-mai, 70e anniversaire d'Israël. La région est sous tension, faut-il redouter 6 semaines de violence? Intense activité diplomatique pour le dirigeant nord-coréen qui a effectué son premier déplacement à l'étranger, une visite surprise à Pékin pour s'entretenir avec le président Xi Jinping. Puis Kim Jong-un a reçu le patron du CIO à domicile. Le régime de Pyongyang a-t-il réussi son grand retour dans le monde? Marche blanche en France en hommage à l'octogénaire Mireille Knoll, sauvagement assassinée. La justice continue à enquêter sur le caractère antisémite du meurtre. Y a-t-il une recrudescence de l'antisémitisme en France? La haine contre les juifs s'est-elle banalisée? Le président Macron a présenté son plan sur l'intelligence artificielle. À quel niveau se situe la France sur le sujet? Et d'ailleurs, c'est quoi l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Comment sécuriser cette technologie? Épatante ou effrayante? Cette question, la machine dépassera-t-elle un jour l'humain? Et pour répondre à ces nombreuses questions, voici tout de suite nos kiosqueurs. Ce dimanche, Anne-Sophie Bellèche, chef du service éco-social de l'Usine Nouvelle, magazine hebdomadaire consacré à l'économie et à l'industrie, auparavant journaliste à l'hebdomadaire économique français Challenge. Alberto Toscano, journaliste et écrivain à Paris depuis 32 ans. Vous êtes le correspondant en France de la radio radicale à Rome. Richard Verly, correspondant à Paris pour le quotidien suisse Le Temps qui fête ses 20 ans. Auparavant en poste à Bruxelles, en Asie du Sud-Est. Vous dirigez également la collection L'âme des peuples aux éditions Lévicata. Et puis Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef de La Croix, quotidien français chrétien catholique, successivement en charge du Proche-Orient, de l'Union européenne puis chef du service international. Vous tenez un blog Paris Planète sur les questions internationales. Merci à vous quatre d'être ici en plateau aujourd'hui. Vous qui nous regardez, si vous avez des questions, des commentaires, vous nous écrivez sur les réseaux sociaux, #kiosque sur Twitter ou alors sur notre page Facebook, comme d'habitude. Et on accueille tout de suite pour commencer Charles Anderlin, pendant une trentaine d'années, le correspondant en Israël de la chaîne de télévision France 2. Bonjour Charles, un grand merci de vous joindre à Kiosque depuis Jérusalem. Avec vous, on va se poser cette question. Est-ce qu'il faut s'attendre à 6 semaines de violence au Proche-Orient, 6 semaines jusqu'au 70e anniversaire de l'État d'Israël? Les signaux étaient au rouge vendredi à Gaza pour la journée de la terre. Une marche organisée depuis 1976 pour le droit au retour des Palestiniens sur les terres qu'ils ont perdues en 1948 au moment de la création d'Israël. Près de 30 000 manifestants, au moins 17 morts, plus de 700 blessés selon le Croissant Rouge palestinien. La journée s'est achevée dans le sang. Alors, cette journée sanglante, Charles, était redoutée, sinon même attendue? Écoutez, oui, le Hamas espérait sans doute, j'ai un retour là, le Hamas espérait près de 100 000 participants à cette grande manifestation du retour pour les 5 camps de tentes qu'il avait installés le long de la frontière avec Israël. Il n'en est arrivé que 30 000, c'est quand même pour l'organisation islamiste un véritable succès. Il réalise cette opération d'abord pour ramener la cause palestinienne au devant de l'actualité et également poursuivre son bras de fer avec Mahmoud Abbas, le président palestinien qui est à Ramallah et qui depuis près d'1 an tente de reprendre le contrôle de la bande de Gaza sans grand succès et multiplie les sanctions à l'égard de ce territoire, réduit le paiement pour la fourniture d'électricité. Et enfin bref, il s'agissait pour le Hamas de faire une grande opération, si possible, le moins sanglante possible. Et effectivement, la plupart des personnes qui se trouvaient dans les camps de tente du Hamas n'étaient pas armées. Il y a eu dans la soirée de vendredi absolument une opération lancée par des hommes du Hamas équipés d'armes, des Kalachnikov. Ils ont été abattus, ils étaient 4. On a vu les images. Et, paraît-il, l'armée israélienne a retrouvé 2 corps. Pour le reste, les images de la répression, les tirs israéliens sur les manifestants de Gaza sont assez durs.
On voit notamment une image qui fait le tour des réseaux sociaux et des chaînes de télévision où un jeune manifestant est en train de courir et tout à coup il tombe, apparemment touché d'une balle dans le dos. L'armée israélienne accuse le Hamas d'envoyer des terroristes. Une dizaine parmi les 18 morts de vendredi seraient, selon l'armée israélienne, des hommes armés, des militants du Hamas. Pour le reste, le bilan, vous l'avez, 1400 blessés, près de 700 touchés par balle. La politique de l'armée israélienne sur le terrain fait bien entendu débat. En Israël, des organisations de défense des droits de l'homme considèrent que les ordres de tirer à balles réelles sur des manifestants non armés, ces ordres sont absolument illégaux, à la fois pour ceux qui les exécutent et ceux qui les donnent. Évidemment, vous restez avec nous. Jean-Christophe, effectivement, ces images interpellent, le bilan interpelle. Oui, je crois que c'est des images extrêmement choquantes. Je crois que Charles Anderlin a bien donné le panorama global dans lequel le Hamas a organisé ces manifestations. C'est évidemment un groupe qui a des objectifs politiques, qui a des enjeux aussi, effectivement, qui est dans un bras de fer avec l'autorité palestinienne, avec l'État d'Israël. Donc tout ce contexte est là et réel. Il n'en reste pas moins que on est frappé quand même par le nombre de victimes du côté palestinien, le fait que côté israélien, 0 victime, évidemment, 0 blessé. On a quand même des images qui donnent l'impression presque d'un tir au pigeon. Enfin, voilà, on a vraiment des soldats qui sont postés en situation de tir, effectivement, et en face, une foule assez pacifique et désarmée. Après, et comme disait Charles, il y a sans doute des armes qui circulent. Mais voilà, donc cette disproportion, elle est assez choquante et on a l'impression que l'armée israélienne et derrière le gouvernement israélien a un petit peu le sentiment d'avoir carte blanche aujourd'hui du fait de la situation du soutien qu'il a des États-Unis et de Donald Trump. On va vous poser la question pour rebondir à ce que disait Jean-Christophe. Cette idée de carte blanche, on a l'impression qu'Israël a gagné. C'est un édito qu'il y avait, je crois, cette semaine en Israël. Est-ce que c'est le cas ? Oui, tout à fait. Nahum Barnea, le grand éditorialiste du quotidien Yediot Ahronot, a écrit « Finalement, Netanyahou a gagné. La cause palestinienne est au second plan. Donald Trump transfère l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, reconnue par les États-Unis comme la capitale d'Israël. Mahmoud Abbas est sur la touche. Et maintenant, que peut faire Israël ? Alors, curieusement, la solution pour Gaza, ou du moins un début de solution, peut venir de l'armée israélienne, qui propose tout simplement, écoutez, nous ne pouvons pas laisser cette population dans cette détresse humanitaire terrible, il faut leur donner de l'électricité, ils ont à peine 8 heures par jour, il y a quelques mois c'était 4 heures, imaginez, vivez dans cette région du monde avec 4 heures d'électricité par jour. L'eau potable est aujourd'hui, elle n'existe pas, elle est saumâtre, si vous voulez boire, il faut aller acheter de l'eau, ou alors vous bousillez les reins. Le chômage à 50%, l'armée propose d'augmenter le nombre de permis de travail en Israël. Maintenant, effectivement, lorsque le Hamas envisage une grande marche vers Israël, c'est la grande peur des responsables militaires que des milliers, des centaines de milliers de Palestiniens percent effectivement la barrière de sécurité, la barrière électronique et pénètrent en territoire israélien et arrivent dans les kibbutzim qui se trouvent aux abords de Gaza. Ça, c'est le cauchemar, le pire des scénarios qui peut arriver. Et il s'agissait absolument d'éviter, d'empêcher une telle éventualité. C'est la raison pour laquelle tout ce dispositif a été mis en place avec, bien entendu, ces ordres de tir à balles réelles sur, entre guillemets, je cite, les agitateurs. Anne-Sophie ? Oui, je voulais revenir sur ces événements dramatiques. En fait, ils montrent qu'il y a... Je reviens sur le fond de cette marche. Pourquoi est-ce qu'ils sont là pour le droit au retour ? Il y a 2 questions qui ont été sans cesse repoussées, en fait, dans la résolution du conflit, parce que c'est les questions les plus difficiles qui étaient un nœud. C'était le statut de Jérusalem, qui revient sur le devant de la scène avec la décision de Donald Trump de transférer son ambassade. Et la deuxième, c'est le droit au retour, c'est-à-dire le droit aux Palestiniens ou à leurs enfants, petits-enfants, de se réinstaller sur des territoires qui sont aujourd'hui reconnus comme les frontières internationales
national d'Israël. Et en fait, tous les négociateurs ont toujours mis ces questions en bout des négociations parce qu'ils savaient que c'était les plus difficiles, les plus symboliques. Et en fait, aujourd'hui, ça revient comme un boomerang parce que la question du retour n'a jamais été résolue, en fait. Et c'est la question à laquelle on arrive là maintenant. Vous êtes d'accord avec ça, Richard? Oui, une question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est pas dans les moments où un acteur, en l'occurrence Israël, semble avoir tout gagné et tout contrôlé, comme cela vient d'être expliqué, avec Donald Trump aux États-Unis, le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, est-ce que c'est pas à ce moment-là que le pire peut se passer et que véritablement une nouvelle explosion peut avoir lieu? Parce que quand même il y a une loi qu'on a connue dans l'histoire, c'est qu'à partir du moment où une cause apparaît complètement perdue, elle peut nourrir un instinct de révolte, je dirais, suprême. Donc effectivement, vous parliez des 6 semaines d'ici le 70e anniversaire de l'État d'Israël, il faudra les surveiller de très près. On va poser la question à Charles, mais d'abord Alberto, d'un mot. Moi, je trouve que le régime de Hamas est un régime autoritaire qui a pris le pouvoir par des élections à instaurer un régime autoritaire qui se trouve coincé dans une situation ingérable et qui essaye de sortir de son isolement par rapport à l'Égypte, par rapport à Israël, par rapport à d'autres pays du monde entier. Il essaie de sortir par des opérations de pure aventure. Hamas, elle est responsable de ce qui se passe à Gaza, Hamas qui refuse la paix, Hamas qui refuse le dialogue. Et il faut partir de l'attitude de Hamas pour comprendre. Ça n'enlève rien aux responsabilités de Netanyahou. Alors ça n'enlève rien à ses responsabilités. Charles, une réaction là-dessus. Mais il faut voir les choses dans leur ensemble. Une réaction sur ce que disait Alberto et après on conclura rapidement. Oui, ben là, écoutez, tout d'abord un mot sur le droit au retour. Au cours de toutes les négociations entre Israël et l'OLP, jamais il n'a été question du retour de millions de réfugiés, uniquement de réunification de familles pour quelques milliers, peut-être que quelques dizaines de milliers de réfugiés. En fait, et là vous m'excuserez de me citer, le trade-off, l'échange que cherchait Yasser Arafat durant toutes les négociations, c'était Al-Aqsa, le troisième lieu saint de l'islam, qui est aussi le mont du temple du judaïsme, contre le droit au retour des réfugiés palestiniens. D'ailleurs, c'était aussi la grande solution trouvée par la fameuse initiative de Genève en 2003 entre des personnalités de gauche israéliennes et des dirigeants palestiniens. Pas de droit au retour, mais le lieu saint pour les Palestiniens, et les Palestiniens qui veulent retourner retourneraient en Palestine. Cela dit, effectivement, il y a aujourd'hui 2 millions de personnes dans ce territoire, dans cette enclave, une crise économique qui se durcit également en Cisjordanie, et je crois qu'il faut être très, très inquiet pour le Proche-Orient, pour le conflit israélo-palestinien, parce que les solutions ne sont pas devant nous, elles sont malheureusement derrière nous, et aujourd'hui, avec 400 000 colons israéliens habitant la Cisjordanie, on ne voit pas très bien comment il sera possible de créer un État palestinien indépendant. Alors, un constat qui est assez dur, mais merci Charles d'avoir été avec nous depuis Jérusalem. On vous souhaite tous une bonne Pâques juive et chrétienne là-bas, et à très bientôt. Merci beaucoup. Allez-y, rapidement. Ceux qui protestent ne sont pas ceux qui aujourd'hui animent ces démonstrations et cherchent l'aventure, ne sont pas les Palestiniens de Cisjordanie, qui au contraire essayent de trouver un chemin de dialogue et qui malheureusement ne le trouvent pas à cause de l'attitude et on a bien compris que dans ces prochaines semaines, et on a bien compris, Alberto, que dans ces prochaines semaines, on va avoir l'occasion d'en reparler, puisqu'il y a donc ces deux dates, 14 et 15 mai, dans 6 semaines. On verra ce qui se passera là-bas. Je vous propose qu'on avance, puisque le programme est riche. C'était la devinette de la semaine. Lundi, un mystérieux train spécial a passé la frontière nord-coréenne et roulé jusqu'à Pékin. Question, Kim Jong-un était-il à bord? Réponse, oui. Le dirigeant nord-coréen a bel et bien été reçu en Chine. Pékin a déroulé le tapis rouge, comme nous l'explique Julien Munzer. Une visite surprise pour une série de premières à Pékin. Pour la première fois depuis sa prise de pouvoir en 2011, Kim Jong-un se rend à l'étranger pour un premier sommet avec le président chinois Xi Jinping. Une réception en grande pompe avec passage en revue des troupes, banquet géant et séance photo avec les épouses. Si la visite a été présentée comme officieuse, rien n'a été laissé à l'improvisation. Durant ces quelques jours, les deux leaders ont eu plusieurs entretiens en profondeur, selon Kim Jong-un, qui s'est engagé à la dénucléarisation. J'ai eu des discussions fructueuses avec le président Xi Jinping sur le développement des relations entre les deux parties et entre les deux pays, nos situations intérieures respectives, le maintien de la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne.
Depuis plusieurs jours, le mystère était total. Quelques images d'un luxueux train blindé venu de Pyongyang et un important cortège de voitures dans Pékin. Seulement quelques rumeurs relayées par les médias asiatiques sur la visite d'un haut dignitaire du régime. Un coup diplomatique subtil réussi par la Chine et qui éveille maintenant la curiosité des autres acteurs du dossier. Le gouvernement japonais observe ces développements avec un grand intérêt. Et nous sommes actuellement en train de recueillir des informations. Nous espérons que le gouvernement chinois nous apportera des clarifications. Alors après des mois de menaces de guerre et la multiplication des essais balistiques et nucléaires par Pyongyang, la détente semble enfin bien amorcée. Et voilà la Chine qui se replace au cœur du jeu régional, avant le prochain sommet entre les deux Corées, puis celui avec les États-Unis. Et sur sa lancée diplomatique, Kim Jong-un a reçu à Pyongyang, et c'est un événement très très rare de recevoir un dignitaire étranger, il a reçu le patron du CIO, Thomas Bach. On le voit, le dégel se poursuit. Est-ce qu'on peut dire qu'après cette semaine, la Corée du Nord a réussi son retour dans le monde ? Ça, je n'en suis pas sûr, parce que je crois que la suspicion à l'égard de ce régime, notamment en Occident, est toujours très importante. Ce qui est sûr, c'est que Kim Jong-un a réussi vis-à-vis de la Chine le show dont il avait besoin. C'est-à-dire qu'il apparaît comme un partenaire crédible, un partenaire sérieux, et qui va en quelque sorte prendre ses consignes à Pékin, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc il apparaît, je dirais pas comme un régime vassal, mais un régime respectueux de la puissance chinoise. C'est sans doute ce qu'attendait Xi Jinping, le président chinois. En revanche, toute la question est de savoir quelles conclusions en tirent les États-Unis. Et il y a deux manières de voir les choses. Soit les États-Unis estiment qu'effectivement la Chine a réussi à amadouer, à rendre Kim raisonnable, soit les États-Unis en déduisent qu'ils ont face à eux un bloc Chine-Corée du Nord et que par conséquent il faut être encore plus intransigeant. Vous plaidez pour quelle option, Jean-Christophe ? Alors, je pense que les États-Unis restent très méfiants. Il y a effectivement cette perspective du sommet entre Kim Jong-un, donc le leader coréen, et Donald Trump, qui serait quelque part en mai, fin mai. La date n'est pas arrêtée, donc ça reste encore très imprécis et quand même un peu improbable. Pourquoi ce sommet est dans les perspectives ? Parce que le dirigeant, le président sud-coréen, est allé plaider un petit peu cette cause et il essaye de calmer un petit peu. Rappelez-vous que Donald Trump promettait le feu et la fureur contre la Corée du Nord il y a 6 mois à peu près. Et donc les Sud-Coréens qui ne veulent pas du feu et de la fureur sur la péninsule coréenne parce qu'ils en seraient les premières victimes, sont allés en quelque sorte montrer à Donald Trump qu'il y avait la possibilité d'apaisement, de dégel des relations avec la Corée du Nord. Et donc, on est un petit peu dans cette séquence. Donc, on a l'impression que la tension baisse, mais en même temps, il y a eu des sanctions vendredi qui ont été votées à l'ONU, qui sont très ciblées, qui visent des sociétés, des hommes d'affaires, même des pétroliers très précis, nord-coréens, et qui ont essayé de contourner l'embargo et les sanctions économiques qui sont en vigueur, imposées par toute la communauté internationale en ce moment contre la Corée du Nord. Et c'est les États-Unis qui sont à la manœuvre pour imposer ces sanctions. Et le Conseil de sécurité les a adoptées. Donc je pense que les États-Unis ont toujours le bâton dans la main. Et aujourd'hui, on voit, je suis tout à fait d'accord avec Richard, on voit le leader nord-coréen qui est allé un petit peu s'adosser à la Chine pour des évolutions. C'est assez ouvert le jeu. Et peut-être juste un mot pour dire, ce dimanche, il y avait donc aussi ce concert de musique pop sud-coréenne à Pyongyang. Donc on voit qu'il y a des gestes effectivement de rencontres, de retrouvailles. Il y a une sorte de gestuelle diplomatique aujourd'hui, mais derrière, le gros bâton est toujours là. Donc vous êtes d'accord, Pyongyang a besoin de se réconcilier, les rapports étaient devenus un petit peu froids entre Pékin et Pyongyang. Oui, Pyongyang a besoin de se réconcilier avec son grand frère. Mais moi, ce qui me frappe, c'est le rôle de Donald Trump dans cette affaire. Enfin, vu de la France, qu'on considère un peu comme un rigolo, voire un fou. Mais il y a quelqu'un qui a pris Donald Trump très au sérieux chez Xi Jinping, en fait. D'autant plus qu'il est maintenant entouré par des faucons, en fait. Donc Donald Trump, il a remplacé son ministère des Affaires étrangères, Rex Tillerson, par Mike Pompeo, qui est connu comme un va-t-en-guerre. Il a remplacé la semaine dernière son conseiller à la sécurité nationale par M. John Bolton, qui est également un fervent partisan de la guerre en Irak, qui trouvait limite qu'on n'était pas allé assez loin. Et donc, en fait,
il a pris Donald Trump au sérieux, en fait. Il n'a pas du tout envie qu'il y ait une guerre à ses portes dans cette zone qui est son arrière-cour, en fait. Donc, finalement, Donald Trump a quand même joué un rôle pour pousser la Chine à intervenir. Et si, en plus, il peut montrer qu'il s'en sort par le dialogue, alors c'est encore bon, la Chine, valorisant. La Chine, en plus des velléités d'hégémonie dans la région, est-ce que ça sert aussi un peu sa soupe, si vous me passez l'expression? La Chine a sans doute des velléités d'hégémonie de la région, mais elle les montre dans d'autres parties de la région, en particulier dans la mer de la Chine chinoise méridionale, en particulier contre le Vietnam. Mais le problème là est né en Corée du Nord par le fait que le dictateur de la Corée du Nord a décidé, Kim Jong-un, a décidé de montrer ses muscles, de faire des tests atomiques et de lancement de missiles. Donald Trump a dit « Non, je te l'empêcherai. Non, je vais déclencher des sanctions si tu le fais. » Aujourd'hui, il y a une réconciliation aux conditions que la Corée du Nord voulait. C'est-à-dire, ils ont fait leur avance, ils ont obtenu leur avance technologique, leur avance nucléaire et de missiles, et les Américains sont forcés d'accepter le statu quo, la nouvelle situation qui s'est créée, dont, si quelqu'un a gagné, à mon sens, c'est la Corée du Nord. Et si quelqu'un a perdu, c'est les États-Unis, et en particulier Donald Trump, qui montre n'avoir pas l'ombre d'une stratégie internationale. Le monde est orphelin des États-Unis. Les États-Unis sont incapables d'avoir une stratégie au Moyen-Orient, totalement incapables. Ils n'arrivent nulle part, ils font de la ridicule gesticulation, incapables en Extrême-Orient. Aujourd'hui, le monde est orphelin de ce qui a été le pays capable, dans d'autres époques, de donner une ligne aux affaires internationales. Est-ce que ça veut dire que, malgré tout, les États-Unis qui étaient très présents dans la région, qui étaient un peu le maître de la région, ça arrange bien la Chine aussi, cet effacement des États-Unis? Vous êtes d'accord avec cette... Ce qui est frappant, c'est, à mon sens, deux images qu'on a vues d'ailleurs dans votre reportage. Le principal allié des États-Unis dans la région, c'est le Japon. Et vous avez vu que le Premier ministre japonais, en gros, dit on va demander à Pékin de nous donner les nouvelles et de nous informer. C'est quand même le comble. C'est-à-dire que le Japon, on est réduit à aller demander à la Chine, et on sait que leurs rapports sont très mauvais, de l'informer sur la situation et la volonté de la Corée du Nord. L'autre image, moi, qui me frappe, c'est l'image du train. Parce qu'au-delà du syndrome de la dynastie Kim qui a toujours voyagé en train, c'est quoi un train? Ça prouve qu'il y a un trait d'union entre la Corée du Nord et la Chine. Ça prouve que ces deux pays non seulement sont voisins, non seulement sont partenaires, mais qu'ils fonctionnent ensemble à tel point que le patron du régime Oni nord-coréen peut venir tranquillement en train à Pékin. Et ça, je crois que c'est une image très forte. Par contre, il y a une chose que finalement on ne sait pas vraiment, c'est que veut la Chine. Officiellement, et je me souviens, on en avait déjà parlé sur ce plateau, la Chine veut la détente, mais lorsqu'on sait la confrontation économique actuelle avec les États-Unis, le fait d'avoir un régime, la Corée du Nord, que l'on peut utiliser comme un aiguillon contre les États-Unis, ça arrange quand même bien les affaires de la Chine. Et donc les missiles nord-coréens, la Chine, finalement, doit sans doute les trouver assez efficaces pour leur capacité à obliger, à pousser Donald Trump dans ses retranchements. Jean-Christophe? Moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu un moment pour la négociation qui est possible. C'est-à-dire, comme l'a dit Alberto, depuis des années, la Corée du Nord poursuivait ce programme nucléaire pour avoir l'arme atomique. Et ce qu'on sait de la dernière campagne, à la fois d'essais nucléaires et d'essais balistiques, c'est qu'ils ont progressé très loin. Mais on ne sait pas encore, on sait qu'ils ont sans doute la possibilité de fabriquer la bombe. On ne sait pas s'ils ont vraiment l'arme, c'est-à-dire la possibilité de projeter cette bombe très très loin, de façon très précise et très efficace. Et donc là, on est à un moment où la Corée, un peu comme l'Iran, on est à un moment où la Corée du Nord est arrivée très loin dans son programme nucléaire, mais n'a pas forcément encore la bombe, l'arme nucléaire. La menace est encore pas très claire et assurée. Et donc, il y a un moment où peut-être la Corée du Nord peut essayer de lever le pied sur ce programme et effectivement négocier une ouverture à l'international. Et pour les États-Unis, la Chine aussi, qui n'a pas envie non plus d'une Corée du Nord nucléaire, eh bien c'est peut-être le moment de négocier avec ce régime. Vous êtes très loin de l'arme nucléaire, vous vous arrêtez là pour le moment, et en échange, on ouvre un petit peu les espaces et vous devenez un pays respectable sur la scène internationale. Je suis tout à fait d'accord. Et il faut se demander, à mon sens, qu'est-ce que la Corée du Nord veut. Le dictateur nord-coréen veut ne pas tomber, que ce régime ne tombe pas avec lui. Il veut
rendre éternel ce régime. Compte tenu que la situation en Corée du Nord est mauvaise, évidemment, sur le plan économique, il veut des aides internationales en échange de sa tranquillité sur le plan de sa propre... en échange de sa renonce à faire des provocations. C'est ça qu'il veut. Aide en échange de tranquillité, de renonce à des provocations. C'est la prochaine étape pour Kim, c'est justement s'occuper de l'économie à l'intérieur. Le programme qu'il annonce pour ces sommets, c'est dénucléariser la péninsule. Alors là, c'est vrai qu'on ne voit pas très bien, parce que dénucléariser la Corée du Nord, on voit à peu près, ça veut dire on arrête le programme, mais la Corée du Sud, d'abord la Corée du Sud n'a pas elle-même l'arme nucléaire, c'est les Américains qui ont cette protection, et les Américains n'ont pas besoin des bases en fait qu'ils ont en Corée du Sud, parce que l'arme nucléaire, elle est sur les porte-avions, elle est sur les sous-marins, donc l'arme nucléaire, elle est mobile. Et s'il y a bien une chose qui est sûre, c'est que l'Amérique ne va pas se dénucléariser. Donc le deal, là, on ne le voit pas très bien. Peut-être qu'ils peuvent enlever quelques troupes. Richard, pour conclure. Oui, peut-être un mot, je dirais, plus géopolitique. C'est que Donald Trump, par définition, a besoin d'un ennemi. La stratégie de Donald Trump est une stratégie de confrontation. Il doit montrer aux Américains qu'il est le plus fort et qu'il est capable de les défendre. Or, ce qui pourrait bien se passer, c'est que si le dossier nord-coréen se calme sous la protection et sous la tutelle de la Chine, c'est qu'on voit se rallumer le feu contre l'Iran. Or, John Bolton, le nouveau conseiller de la sécurité nationale dont vous parliez, est un absolu faucon en ce qui concerne l'Iran. Donc, pour la sécurité mondiale, malheureusement, je ne suis pas si sûr que ce qui se passe soit une excellente nouvelle, parce qu'il faudra que Trump, dans sa stratégie, trouve un nouvel axe du mal. L'expression avait déjà été employée dans le passé. Peut-être la Suisse sera sur Peut-être la Suisse. On se sacrifie. Et on rappellera cette date sur ce thème, c'est le 27 avril. La date a été fixée cette semaine qu'aura lieu le sommet entre le Nord et le Sud, entre Kim Jong-un et Moon Jae-in, et puis sommet suivi normalement par un face-à-face entre Kim Jong-un et Donald Trump. Mais vous le soulignez, la date n'est pas encore fixée, ça devrait avoir lieu en mai. Vous êtes dans Kiosque sur TV5 Monde et on continue à passer en revue l'actualité de cette semaine. Des milliers de personnes ont défilé en France mercredi pour rendre hommage à l'octogénaire juive Mireille Knoll, sauvagement assassinée. Le parquet de Paris a retenu le caractère antisémite du crime, ce qui a soulevé émoi et indignation. Mireille Knoll, 85 ans, lardée de coups de couteau avant d'être carbonisée vendredi dans son appartement. 2 jours plus tard, le parquet évoque un crime à caractère antisémite. Les condamnations sont immédiates. Je réaffirme ma détermination absolue à lutter contre l'antisémitisme. 2 suspects mis en examen pour homicide volontaire. Le premier, 29 ans, connu pour des affaires de viol, est un voisin qui visitait fréquemment la victime. Le second, un sans domicile fixe, il aurait entendu son complice présumé crier « Allah Akbar ». L'enquête débute, mais la communauté juive est sous le choc. La menace est devenue encore plus angoissante pour une grande partie de la communauté juive, disons visible, la communauté juive organisée, celle qui se revendique comme telle, qui vit en tant que juif, se sent extrêmement menacée, mais c'est pas seulement un sentiment, hélas, c'est une réalité. Mireille Knoll était une rescapée de la rafle du Veldiv en 1942. Sa disparition et ses circonstances émeuvent fortement, car si les actes antisémites ont diminué, ils sont devenus plus violents. 11 Français juifs auraient été tués en raison de leur confession depuis 2005. L'an dernier, Sarah Halimi a été défenestrée par un voisin chez elle dans le 11e. Alors, on l'entendait dans ce sujet, une communauté juive qui se sent en danger en France. Jean-Christophe, le constat est difficile. Oui, alors d'abord, moi je ressens une énorme tristesse vraiment par rapport à ce fait divers. Je dirais la plupart des faits divers sont en général révélateurs d'aspects de la nature humaine qui en général nous plongent beaucoup nous interloque. Ce fait divers-là, vraiment, il nous choque et il nous bouleverse profondément. Effectivement, une vieille dame comme ça qui accueille quelqu'un qu'elle connaît bien et qui se retrouve assassiné, soit par cette personne, soit par la personne qui était à côté. L'enquête le dira. Voilà, ça suscite évidemment beaucoup de tristesse. Ensuite, ce que j'ai entendu aussi dans le témoignage, l'un des témoignages, c'est finalement les sentiments, c'est une réalité. Et aujourd'hui, je pense que dans l'opinion française, il y a vraiment cette perception qu'il faut avoir, c'est que effectivement la communauté juive, qui est une communauté assez minoritaire, enfin même très minoritaire en France, aujourd'hui, son sentiment, c'est d'être en insécurité.
Et on sait aujourd'hui que les perceptions, ça vaut réalité, même si la majorité de la population va pas du tout percevoir cette réalité-là. Et donc aujourd'hui, ce sentiment de la communauté juive, c'est vraiment une donnée à prendre en compte. L'enquête montrera effectivement si il y avait caractère antisémite. On a l'impression qu'aujourd'hui, il y a une sorte de principe de précaution, finalement, du juge instructeur, parce qu'il y a eu effectivement une affaire précédente où, au contraire, la justice a dit auparavant, voilà, pour définir le caractère non, c'est pas antisémite. Il y a une grosse pression de la communauté juive et finalement, la justice a reconnu le caractère antisémite. Là, on est un petit peu dans une sorte de principe de précaution, c'est-à-dire le principe d'acte antisémite est tout de suite posé, mais ce sera à la justice de déterminer effectivement ce qui s'est passé. Alors Anne-Sophie et Richard. Je voudrais revenir au-delà du fait divers sur l'antisémitisme en France, en fait. Il y a un vrai paradoxe. En fait, les Français ne sont pas globalement antisémites. Année après année, les sondages montrent que les Juifs sont parfaitement intégrés. Il y en avait un dernier en octobre dernier qui disait que les 3/4 des Français verraient positivement même que leur enfant épouse un Juif ou une Juive. Donc il n'y a pas d'antisémitisme globalement. Et même, on va bientôt faire entrer au Panthéon Simone Veil, qui était une des personnalités préférées des Français. Maintenant, c'est Jean-Jacques Goldman à la tête du JLD. Donc il n'y a pas d'antisémitisme. Et pourtant, on ne peut pas nier au niveau des chiffres. Vous avez parlé de sentiments. Il y a quand même des chiffres. C'est 1% de la population française. Ils sont victimes d'un tiers des actes haineux en France. Donc voilà, comment expliquer ce paradoxe? Je précise que ça, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur. Je ne parle pas effectivement du maire de Madame Knoll, dont on ne sait pas encore, voilà, mais les statistiques, c'est là. Donc ce paradoxe, d'où il vient? Moi, je pense que c'est parce qu'on a longtemps tourné autour de Pau pour savoir d'où venait cet antisémitisme et que le vieil antisémitisme de la droite traditionnelle française avait été remplacé par un nouveau, parce que la plupart des individus qui commettent des faits antisémites, des individus, je dis bien, sont issus de la communauté musulmane. Et longtemps, ça a été compliqué de dire ça. Et là, on touche à quelque chose de très sensible en France. Oui, c'est très sensible. Mais si on veut résoudre le problème, il faut quand même, à un moment, dire les choses. Et Richard et ensuite Alberto. D'ailleurs, il y a la collision des dates. Cette marche qui a eu lieu le vendredi, elle avait lieu juste après l'hommage national donc aux gendarmes et aux gendarmes tués lors de la prise d'otages de Trèbes et aux 3 autres victimes donc prises d'otages revendiquées par Daesh. Et par ailleurs, elle a lieu, et moi j'ai été très frappé que très peu de médias français l'ont noté, la tête de manifestation, cette banderole que l'on voit, elle est plantée, parce que j'y étais, juste devant le café comptoir Voltaire, où s'était fait exploser Brahim Abdeslam, le frère de Salah Abdeslam, qui est aujourd'hui en détention et qui est le seul survivant incarcéré des attentats du 13 novembre. Donc tout ça est quand même lié, c'est-à-dire que l'émotion, la violence vis-à-vis des Juifs et la nécessité de trouver des solutions à cette violence de plus en plus difficile à contenir, je crois que malheureusement on ne peut pas dissocier ces phénomènes, et c'est effectivement très difficile en France parce qu'il y a le risque qu'une communauté, en l'occurrence la communauté musulmane, soit désignée, mais la réalité c'est que quand vous étiez dans cette manifestation, et j'y étais, ce que disaient la plupart des manifestants, et notamment la plupart des manifestants juifs, c'est qu'ils se sentent désormais en insécurité, notamment dans les quartiers où il y a de nombreuses populations d'origine de l'immigration. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec Anne-Sophie, avec Richard. On est tous d'accord sur ça. En France, il n'y a pas un antisémitisme, heureusement. Heureusement, on est en 2018, il n'y a pas de... Mais il y a des situations où l'antisémitisme s'exprime. C'est des situations de quartier. C'est-à-dire dans le 6e arrondissement de Paris, dans certains banlieues, il y a un antisémitisme. Donc, il y a, pas un antisémitisme de masse, mais il y a des situations à haute tension, des situations où on voit la République perdre son pari de l'intégration et de la cohabitation constructive. Oui, c'est la question qui se pose, c'est celle du vivre ensemble. Et il y a comme une importation de problèmes qui arrivent du Moyen-Orient. Il y a des réflexes d'extrémisme, de fanatisme, et qui parfois ont comme bouc émissaire des habitants juifs de certains quartiers, de certaines localités. Il faut réagir avec une pédagogie réelle, avec un sens. Et c'est aussi pour ça que même certains problèmes internationaux doivent être interprétés avec un esprit constructif, à mon sens. Et ceci dit, permettez-moi de terminer en disant que je ne suis pas sûr que le choix du CRIF d'empêcher
certains leaders politiques sans aucune sympathie. En l'occurrence, extrême droite Marine Le Pen, extrême gauche Jean-Luc Mélenchon. Participer à la manifestation a été un bon choix. Je crois que malgré toutes les différences, dans le moment de la mobilisation, c'est toujours mieux de rassembler que de se diviser. Parce qu'il y a eu une polémique autour de la marche, Jean-Christophe. Oui, je voulais rajouter qu'à propos du CRIF, quoi qu'il ait dit le CRIF, il y avait quand même un espoir, j'ai trouvé, dans cette manifestation, parce qu'elle était quand même, il n'y avait pas que des Juifs à cette manifestation. Et moi, je me souviens très bien, après les attentats de Charlie en janvier 2015, il y a eu cette énorme manifestation pour Charlie où il y avait des millions de personnes, et c'était bien normal, et ça remettait en cause la liberté d'expression au-delà des morts. Et puis le lendemain, il y a eu une manifestation à l'Hypercacher, et il y avait 100 fois moins de monde. Il y avait 100 000... Voilà, moi j'étais aux deux, et je peux vous dire qu'à l'Hypercacher, il n'y avait que des Juifs qui pleuraient des Juifs. Voilà, et là, on a l'impression que ça change. Tout d'un coup, Mireille Knoll... Ce qui était remarquable, effectivement, dans cette manifestation, même si, effectivement, le CRIF ne souhaitait pas la présidence de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon, la présence, c'est que justement, il y avait finalement une sorte de consensus qui couvrait toute la scène politique française, de l'extrême droite à l'extrême gauche, dans le refus de l'antisémitisme. Donc ça, c'était quand même assez fort. Après, effectivement, cette idée que l'antisémitisme est présent dans une partie de la communauté musulmane. Je pense qu'on peut faire le lien, il faut accepter ce fait, c'est réel, et il faut faire le lien avec toute une propagande qui vient de l'étranger, qui vient des prédicateurs salafistes, donc qui vient d'idéologues qui représentent un courant de l'islam, évidemment pas tout l'islam, mais ces idéologues salafistes qui ont des discours extrêmement radicaux contre les juifs et contre les chrétiens, alors qu'ils le tiennent au Qatar, qu'ils le tiennent en Arabie Saoudite, qu'ils le tiennent en Algérie, au Maroc ou ailleurs. C'est des prédicateurs et qui, par les ondes, finalement, sont entendus par des gens et par Internet. Alors justement, donc il y a cette notion salafiste. Et puis le deuxième sentiment, le deuxième fait qui nourrit l'antisémitisme chez des musulmans en France, eh bien c'est le sujet par lequel on a commencé, qui est effectivement la politique israélienne envers les Palestiniens. Et de fait, moi, quand j'ai vu ce qui s'est passé vendredi à Gaza, je me suis dit, eh ben, bravo les Israéliens, on remet du combustible sur cet antisémitisme, même si on peut le dénoncer, évidemment, il faut dénoncer l'antisémitisme, mais effectivement, cette violence disproportionnée d'Israël à l'égard des Palestiniens, c'est quelque chose qui heurte profondément les musulmans du monde entier. Oui, ceci dit, il y a, et nous avons le devoir de dire qu'il n'y a rien à voir entre la politique d'un État et un racisme. Et c'est important de le souligner. Richard. Oui, deux faits. D'abord, il y a une commune de banlieue française où aujourd'hui, on voit véritablement cette fracture au grand jour, c'est Sarcelles. Sarcelles, il y avait une communauté juive importante. C'est une ville populaire. Et là, maintenant, c'est devenu dans beaucoup d'endroits intenable. La meilleure preuve, c'est que récemment, il y a eu des reportages sur des salafistes qui sont au pied des collèges ou au pied des lycées en train de faire de la propagande. Donc on voit bien que l'état, je dirais, de déflagration potentielle est très sensible, notamment dans des zones populaires. La deuxième chose, peut-être pour expliquer, parce que ceux qui n'ont pas suivi l'actualité de ces derniers jours, l'attitude de certaines organisations juives vis-à-vis nommément de Jean-Luc Mélenchon d'une part et de Marine Le Pen d'autre part. Encore une fois, quand on était sur place, et c'était mon cas, on a quand même vu deux attitudes différentes. La haine anti-Mélenchon ou le rejet de Jean-Luc Mélenchon, ce n'était pas Jean-Luc Mélenchon comme personne, c'était pour les prises de position pro-palestiniennes de la France insoumise, de son mouvement. C'est ça qu'on lui reproche. Or, il a été obligé d'être évacué par la police, alors qu'on a appris plus tard que Marine Le Pen, qui certes a été huée et chahutée, a été protégée par certaines organisations, notamment de jeunes. Or moi, qu'est-ce que j'ai entendu dans le défilé? Parce que je l'ai entendu. Ce sont des jeunes manifestants juifs disant Le Pen et le Front National, au moins, ils font barrage aux Arabes. Donc voilà, c'est une réalité. Et on voit bien que le rejet à la fois du Front National pour son extrémisme et son antisémitisme bien connu, en tout cas celui qui était connu comme étant notamment de Jean-Marie Le Pen, eh bien aujourd'hui fait place à aussi un rejet de la gauche radicale pour ses prises de position pro-palestiniennes. Alors, d'un mot vraiment, Alberto, pour conclure. Vraiment pour conclure. La division politique existe dans toutes les confessions et situations. Elle existe aussi parmi les Juifs de France.
Bien sûr, absolument. Et l'enquête suit son cours, évidemment. On a C'était 2 suspects. C'était très court, presque trop. Mais on va continuer à parler quand même dans l'émission. Juste pour terminer là-dessus, on a 2 suspects qui s'accusent, un mobile encore flou. Et évidemment, l'enquête suit son cours pour repréciser un peu tout ça. On va maintenant, Alberto, parler d'intelligence artificielle, de la science-fiction et la réalité. Elle est de plus en plus présente dans nos vies. Les États investissent. La France a annoncé cette semaine son plan en la matière. On va y revenir. Mais d'abord, c'est quoi exactement l'intelligence artificielle ? C'est l'histoire d'Alphonse. Il aime les ordinateurs et se demande s'ils seront un jour plus intelligents que lui. Alphonse va en forêt. Il observe les arbres, note leur taille en hauteur, en largeur. Il recense toute la forêt dans son carnet. Ces données en anglais, c'est du data. Il introduit ensuite ces données dans son ordinateur. Et à partir de ces infos, la machine crée un algorithme qui arrive à prédire la hauteur d'un arbre en fonction de sa largeur. On appelle ça le machine learning. En français, l'apprentissage automatique. Il est utilisé partout. Sur Facebook, pour hiérarchiser les pages qui intéressent Alphonse, l'algorithme a observé ses clics et ses likes. Ou sur Google, pour prédire combien de temps il faudra à Alphonse pour rentrer à la maison depuis la forêt. L'algorithme a observé des trajets similaires. Plus on a de data, plus l'intelligence artificielle devient fiable. Pas mal, mais pas suffisant pour des tâches plus compliquées. Par exemple, pour reconnaître des images. Est-ce un chien ou un chat ? Là, on passe du machine learning au deep learning. En français, l'apprentissage profond. Comment ça marche ? Simple. Enfin, pas si simple. On doit programmer les machines comme un cerveau humain. Nos 100 milliards de neurones sont connectés par des synapses. Ils reçoivent du courant électrique des autres neurones et décident de le répercuter ou pas. Les scientifiques répliquent ce système en formules mathématiques. Ils mettent tout ça en réseau et la machine se met alors à apprendre toute seule en observant des milliers de photos. À force d'observation, elle arrive à prédire si c'est un chat ou un chien. Mais des fois, il y a des erreurs quand même. Une imperfection dans la photo amène la machine à penser qu'il s'agit d'une autruche. Et pour l'instant, les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi. Le deep learning, c'est encore une boîte noire. Alors, l'ordinateur sera-t-il un jour plus intelligent qu'Alphonse ? Pas sûr. L'intelligence artificielle est programmée pour une seule tâche à la fois. Alors qu'Alphonse, en regardant son arbre, il pense à la peinture, à l'écologie, à l'histoire et à sa copine. C'est un humain, quoi. Et ça, c'est difficile à programmer. Mais impossible, ça, seul l'avenir nous le dira. Et l'avenir, c'est aujourd'hui déjà, après l'imprimerie, après l'électricité par exemple, est-ce qu'on vit maintenant une nouvelle révolution ? Oui, parce que là, on a l'impression que c'est dans la science-fiction, mais en fait, c'est déjà là. En fait, quand Sylvia, quand vous demandez quel temps il va faire demain à votre portable avec Siri, et qui vous répond, il va faire 10 degrés à Paris, il y a de l'intelligence artificielle, parce que c'est très compliqué de comprendre le langage humain. Quand vous faites traduire une page d'un article coréen par Google, c'est de l'intelligence artificielle. Les deux, ça fonctionne sur les deux. Et donc ça, pourquoi ça marche, le petit documentaire le disait bien, c'est à cause des données. Donc plus on a des données, en fait, plus on va avoir une intelligence artificielle performante. Et là, en ce moment, en fait, on voit que le président français a une stratégie sur la donnée en France. C'est vrai qu'on a un peu perdu la première bataille des données, puisque les Américains et les Chinois, avec les GAFA, avec Baidu, avec WeChat, l'équivalent, en gros, Alibaba, qui est un peu le Amazon, eh bien, ils ont récolté des masses énormes de données personnelles sur les gens, et donc ils ont pu faire tourner leur modèle. Mais tout n'est pas perdu. Alors, tout n'est pas perdu. Alors, on va tout de suite parler du plan français qui a été présenté cette semaine. 1,5 milliard jusqu'en 2022 pour affronter les États-Unis qui sont leaders, qui sont en tête aujourd'hui, les Chinois qui veulent être les numéros 1 mondiaux en 2030. Est-ce que ça va suffire ? Et comment se positionne la France sur cette question de l'intelligence artificielle ? 1,5 milliard sur un secteur comme celui-là, c'est très peu d'argent. Ça paraît être beaucoup d'argent, mais en réalité, c'est très peu. Et donc, de toute façon... Sur 5 ans en plus. Voilà. Sur 5 ans, oui. Donc, de toute façon, la France ne peut, dans ce combat-là, dans cette lutte pour attirer... Parce qu'il s'agit de quoi ? Il s'agit d'attirer non seulement des talents, c'est-à-dire des ingénieurs, il s'agit d'attirer des firmes, il s'agit de booster, de doper ce que les firmes françaises sont capables de faire, mais il s'agit également d'attirer les investisseurs. Et donc, la France ne peut pas y aller seule, il faut qu'elle y aille avec ses pairs européens. Moi, ce qui me frappe, c'est la volonté d'Emmanuel Macron. Clairement, il se positionne comme « je vais pousser l'intelligence artificielle », mais en même temps, pour l'instant, quand on regarde derrière lui, on a quand même envie de lui demander « et les autres ?»
qui avec vous? Donc c'est ça la grande question des prochaines années. On va regarder la une de Wired, c'est ce magazine américain spécialisé, c'est pas la une d'ailleurs, c'est un article de Wired, le magazine américain spécialisé dans les nouvelles technologies, qui publie, et c'est plutôt rare, une interview d'un politique, en l'occurrence Emmanuel Macron. Il s'adresse là à la communauté tech mondiale, pour qui Wired est une référence. Je vais le citer: cette énorme révolution technologique est en fait une révolution politique. L'intelligence artificielle va soulever beaucoup de questions éthiques, politiques, elle va questionner notre démocratie et nos choix collectifs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vas-y. Alors Alberto et ensuite Jean-Christophe. Non, tout à fait d'accord que le plan de Macron soit en même temps ambitieux et peut-être pas suffisant, parce que, comme Richard a très bien dit, le montant n'est pas si grand que ça. Ceci dit, une chose me frappe toujours de l'attitude française de traiter les problèmes internationaux de toute nature. Il faut toujours faire des classements. Nous devons dépasser tel ou tel. Mais ce qui intéresse est faire des progrès ou dépasser les voisins. C'est une mentalité française particulière de poser des problèmes. Ceci dit, à mon sens, l'un des défis fondamentaux est celui de créer de l'intelligence artificielle, l'utiliser l'intelligence artificielle, mais créer aussi des emplois dans d'autres secteurs. Alors, j'ai vu une étude qui dit que ce développement de nouvelles technologies coïncide avec un développement d'emplois peu qualifiés dans le secteur des services. Alors ça, c'est la grande incertitude sur l'emploi. Voilà. Oui, mais je voudrais revenir sur à quoi ça sert. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle? Vous dites, est-ce qu'il faut être numéro 1, pas numéro 2? Il a dit autre chose, Emmanuel Macron, et dans son discours et de son interview à Wired, il parle un peu des usages de qu'est-ce qu'on peut faire en matière d'intelligence artificielle. Et il y a, si on n'a pas les données d'achat de Amazon, etc., on a beaucoup de données en France et des données publiques. Et savez-vous quelle est la plus grande base de données de santé au monde? C'est notre bonne vieille sécurité sociale, où il y a 66 millions de Français avec tous les traitements, leurs indications, qu'est-ce qui se passe. Et ça, en fait, ça a beaucoup d'argent, ça a beaucoup de valeur, parce que s'il y a bien quelque chose qui rassemble tout le monde, c'est l'idée de vivre un peu plus longtemps. Donc, on peut aussi faire de la valeur, mais utile, en fait. Et il a les mêmes projets sur l'environnement, sur l'énergie, etc. Jean-Christophe? D'abord, l'intelligence artificielle, qu'on soit pour, qu'on soit contre, de toute façon, elle va se développer. Donc, il faut effectivement s'y préparer. Il faut préparer effectivement des informaticiens, des chercheurs qui sauront l'utiliser. Moi, j'ai trouvé très bien vraiment le petit clip tout à l'heure. Enfin, c'était très bien présenté. La France, elle a quand même, au-delà, Richard a raison, c'est pas grand-chose, 1,5 milliard sur 5 ans, elle a quand même développé depuis plusieurs années ce qu'on appelle le crédit impôt recherche. Et ça, c'est quelque chose qui plaît énormément aux multinationales quand elles doivent localiser quelque part un centre de recherche. Eh bien, la France est vraiment parmi les pays qui le regardent le plus attentivement, parce qu'effectivement, c'est un dispositif fiscal qui permet de défiscaliser un certain nombre de montants consacrés à la recherche. Donc la France, elle a une stratégie un petit peu de long terme là-dessus qui devrait être payante. Après, effectivement, l'échelon européen, il est nécessaire. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ce qu'on appelle le règlement général européen sur la protection des données, qui est quelque chose qui va rentrer en vigueur le 25 mai prochain au niveau de l'Union européenne. On en parlait la semaine dernière. Et ça, c'est vraiment passionnant, et parce que c'est les Européens, aux acteurs américains. Et voilà, c'est les Européens qui essayent de reprendre un peu la main sur le contrôle des données. Pour revenir sur l'aspect politique-éthique, je vous propose qu'on écoute c'était en septembre dernier, le président russe Vladimir Poutine qui disait tout haut ce que la plupart des dirigeants de la planète penseraient normalement tout bas. L'intelligence artificielle est l'avenir non seulement de la Russie, mais de toute l'humanité. Les possibilités sont colossales et les menaces sont difficiles à pronostiquer aujourd'hui. Celui qui deviendra le leader dans ce domaine sera le maître du monde. Il y a une ruée vers l'or, Anne-Sophie, sur l'intelligence artificielle. C'est vrai, on devient le maître du monde si on maîtrise l'intelligence artificielle. Personne ne veut rater, comme disait Jean-Christophe, cette révolution. C'est une perception russe. Là, on retrouve quand même la perception russe. C'est le rapport de force. Il y a un maître du monde et il faut... Soit on est le maître du monde, soit on essaye de le devenir. Alors après... L'intelligence artificielle, il faut aussi l'imaginer comme une sorte de patrimoine commun. C'est de toute façon quelque chose... Ça pose la question, pardon, je vous coupe, mais justement, ça pose la question en fait de la sécurisation de cette technologie. Le maître du monde, oui, non. Est-ce qu'il faudrait que l'intelligence artificielle dépende d'une instance internationale, par exemple, l'ONU ou une autre? Mais ça, c'est impossible. Je ne vois pas comment est-ce qu'elle pourrait... il y a la Russie a une stratégie
de puissance à elle, elle ne va pas partager avec les autres. Si elle le fera, ce sera pour obtenir quelque chose, certainement pas pour le donner, j'imagine. Oui, les deux défis pour la France, il y a le défi de redéfinir au fond les frontières étatiques, c'est-à-dire quel rôle pour les États, donc la France en fait partie, face à la puissance des multinationales qui développent l'intelligence artificielle. Donc là, le fait qu'Emmanuel Macron soit devant, c'est plutôt prometteur. Emmanuel Macron veut que la France comme État encadre, soit présent et agisse. Et il y a une autre question pour la France, c'est est-ce qu'en matière d'intelligence artificielle, on peut éviter les syndromes passés qui sont en gros, par exemple, le syndrome Concorde, c'est-à-dire former d'excellents ingénieurs, avoir d'excellentes idées, mais échouer complètement sur le plan économique. L'homme qui est derrière, parlons-en quand même, ce plan intelligence artificielle, c'est Cédric Villani. C'est le mathématicien français qui est aujourd'hui député de la majorité présidentielle, très proche d'Emmanuel Macron, qui est une personnalité d'exception, un scientifique d'exception, mais ce qu'il faut derrière, c'est toute l'ingénierie économique et financière pour être présent avec les brevets, la connaissance, etc. Et là, il y a un énorme enjeu pour la France. Emmanuel Macron a plutôt proposé de financer des entreprises privées et on lui reproche déjà assez. Et ça pose la question... Vous mettez l'argent vous ne la mettez pas dans la recherche publique, vous la mettez dans le privé. Oui, et là, ça repose la question éthique. Les deux grands enjeux, c'est, comme on le disait tout à l'heure, c'est la maîtrise des données, et voir donc le partage des données. On peut décider qu'au lieu qu'il n'y ait qu'une puissance qui les aspire, finalement des données soient en libre accès, open source. C'est quand même une tradition très forte dans le monde, dans l'univers d'Internet. Donc question, qu'est-ce qu'on fait des données? Et là, les Européens ont commencé à dire attention, toutes les données ne sont pas accessibles, ou en tout cas, il faut que le consommateur en soit conscient. Et le consommateur, nous tous, on est très ambivalents, parce que d'un côté, on est très heureux de donner toutes nos données, comme ça, on sait exactement quand on va à tel endroit, eh bien, on a un programme qui nous explique par où il faut passer, par exemple en voiture, donc ça nous plaît bien. Mais par contre, quand on nous dit attention, c'est utilisé pour d'autres raisons, ça nous plaît beaucoup moins. Donc contrôle des données et puis capacité à construire des algorithmes. Et là, c'est une capacité scientifique, c'est des ingénieurs, c'est ça qu'il faut développer. Et souvent, on imagine tout ça avec des petits robots plus ou moins bienveillants, malveillants. Est-ce que, plus globalement, c'est une question plus personnelle, est-ce que tout ce qui se passe là vous fascine ou vous fait peur? Et ça sera un très rapide tour de table. Ça me fascine. Il y a des éléments d'inquiétude, mais c'est un chemin logique qui est en cours, et donc le côté fascine est supérieur. Moi, je dirais que c'est plutôt le contraire. Ça me fait plutôt peur. Parce que si l'on ne change pas, je dirais, le dispositif économique international actuel avec des multinationales en mesure de tout contrôler, de contrôler toute la chaîne, c'est-à-dire de la donnée jusqu'à l'intelligence artificielle, alors on a un vrai problème. Jean-Christophe, rapidement. C'est l'épée et le bouclier. Vous en avez qui progressent très vite dans l'exploitation des données et de l'intelligence artificielle. Vous avez les régulateurs et les consommateurs, nous tous les citoyens, qui à un moment prenons conscience que ça va trop loin. Donc on est dans cette marche en avant. Je suis quand même assez confiant sur la capacité des citoyens, nous tous, à garder le contrôle. Et le mot de la fin pour vous, Paty Houphrier. Je pense que ça va poser un vrai problème social et politique, en fait. J'ai pas de doute à titre personnel sur qu'en termes macroéconomiques, il va y avoir des nouveaux emplois, des nouveaux secteurs qui vont émerger, mais le problème, c'est qu'il y a des individus avant les gens se disent, est-ce que je vais être remplacé par un robot? Ben oui, il y a un certain nombre de personnes, un aide-comptable, un technicien de radiologie, un journaliste peut-être. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait tous ces gens quand on voit l'impact qu'a eu la désindustrialisation et le départ des cols bleus? On se dit, il y a des bataillons de classe moyenne, de cols blancs qui vont se retrouver sans boulot, et ça va être un problème politique. Politique. Et pour l'instant, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'intelligence artificielle ne recrée pas encore la pensée. Vous en êtes la preuve vivante. Et autre preuve, celle de Dilemme. On va rapidement regarder de quoi est faite sa semaine d'actualité. Il commence avec l'affaire Skripal. Moscou poursuit sa riposte diplomatique avec l'expulsion de diplomates, notamment des Britanniques, mais aussi des Américains. Russes et Occidentaux se rendent coup de pied au derrière pour coup de pied au derrière. Le président égyptien réélu avec 97% des voix. Voici la pyramide d'Abdel Fattah al-Sisi, explique ce militaire face à une montagne de bulletins. Carles Puigdemont, arrêté par la police allemande, il était fiché SS comme séparatiste, et en Catalogne, toujours pas de gouvernement qui puisse reprendre le contrôle de la région espagnole. Et selon une information du quotidien français Le Monde, Nicolas Sarkozy est renvoyé devant un tribunal correctionnel pour corruption active et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. L'affaire de quoi? Demande l'ancien président rendu sourd. Et enfin, le 50e anniversaire de l'assassinat de Martin Luther King devant un tableau avec une colombe de la paix en référence au célèbre discours I Have a Dream. Cette remarque de Donald Trump, c'est son plus célèbre tweet Twitter au logo en forme de petit oiseau bleu. Merci à vous quatre d'avoir été ici ce dimanche avec moi. Merci à vous qui nous regardez aux quatre coins de la planète. Excellente semaine, à dimanche prochain.